Leur visage est noirci par le charbon, mais leur histoire est l'une des pages les plus intenses et les plus explosives de France. Ils sont venus par centaines de milliers, appelés pour reconstruire le pays et faire tourner ses usines. On a loué leur force de travail, on les a utilisés, on les a célébrés. Mais qu'est-il arrivé quand ces gueules noires polonaises ont osé relever la tête pour réclamer leur part? Que s'est-il passé quand la machine économique qu'ils alimentaient de leur sueur et de leur santé s'est retournée contre eux? Ce n'est pas juste une histoire d'immigration, c'est le récit d'un combat oublié, celui des mineurs polonais pour leur dignité. Une lutte acharnée menée à des centaines de mètres sous terre, comme à la surface, dans les corons et les syndicats. C'est une histoire de solidarité, de trahison et d'une contribution immense à la nation française, longtemps restée dans l'ombre des montagnes de charbon. Je vous laisse imaginer la France en 1918. La Grande Guerre est finie, le pays est victorieux, mais à genoux. Dans le nord, le cœur industriel et minier n'est qu'un champ de ruines. Les galeries sont inondées, les infrastructures détruites et surtout, il n'y a plus d'hommes. 1,5 million de Français sont morts au combat. Pour reconstruire, pour relancer la machine, il faut une chose, plus que tout, du charbon. C'est un petit peu ce qu'on va appeler le sang de l'industrie, mais qui va descendre dans les puits pour l'arracher à la terre. Au même moment, à l'Est, la Pologne renaît après 123 ans d'absence sur la carte de l'Europe, mais cette jeune république est pauvre, surpeuplée et n'a pas de travail pour tous. Deux pays, de besoins qui semblent faits pour se rencontrer. C'est là qu'une idée va germer, une idée qui va changer à jamais le visage du nord de la France. Le 3 septembre 1919, la France et la Pologne signent à Varsovie une convention sur l'immigration. Sur le papier, c'est un accord historique, c'est la promesse d'un travail et d'un avenir pour des milliers de Polonais, et la promesse d'une main-d'œuvre solide pour la France. L'accord est clair, les travailleurs polonais auront les mêmes droits, les mêmes conditions de travail et les mêmes avantages que les Français. Une égalité sur le papier qui, on va le voir, va se fracasser contre la réalité. Les compagnies minières françaises ne perdent pas une seconde, elles créent la Société Générale d'Immigration, la SGI, pour organiser le recrutement directement en Pologne. Des affiches fleurissent un peu partout, promettant un avenir radieux. On cherche des bras, des hommes costauds et des familles entières pour les fixer sur place. On cible particulièrement les Westphaliens, des mineurs polonais qui ont déjà travaillé dans les mines allemandes de la Ruhr. Ils sont réputés pour leur savoir-faire et leur discipline. Pour des milliers de familles polonaises, c'est le grand départ, un saut dans l'inconnu, plein d'espoir. Le voyage est un peu une épreuve, entassés dans des trains qui traversent l'Allemagne. Ils voyagent des jours entiers avec quelques valises pour toute fortune. Leur première escale en France, c'est Toul, en Lorraine. C'est là que se fait le tri. Après une visite médicale rapide pour écarter les plus faibles, les familles sont dispatchées vers les différentes mines du Nord-Pas-de-Calais, un petit peu comme du bétail. L'arrivée est un choc, fini les grandes plaines verdoyantes de Pologne. Ici, l'horizon est barré par les silhouettes noires des chevalements et les montagnes artificielles des terrils. L'air est gris, chargé de poussière. Ils découvrent leur nouvelle maison, les corons, des alignements de maisons en briques, toutes identiques, construites par les compagnies pour loger et contrôler leurs ouvriers. Au début, pourtant, tout semble bien se passer. Les patrons sont ravis. Ces Polonais sont les soldats de la bataille du charbon. Durant les années 20, le flux est massif avec des centaines de milliers d'arrivées. En 1926, il représente déjà un tiers des mineurs du Pas-de-Calais.
La promesse semble tenue, la France a ses bras, les Polonais ont un travail. Mais ils ne savent pas encore le prix qu'ils vont devoir payer. Ils ne savent pas que la descente dans le puits n'est que la première étape d'une chute bien plus profonde. Chaque matin, la sirène hurle, c'est l'heure de la descente, le passage de la lumière aux ténèbres. La mine, c'est un peu un autre monde. Un labyrinthe de galeries où l'on étouffe de chaleur, dans un air saturé de cette poussière noire qui s'infiltre partout, dans les poumons, sur la peau, dans les maisons. Le travail, il y est inhumain, 8 heures par jour, le dos cassé en deux, parfois à genoux ou même allongé dans des veines de charbon trop basses. Les mineurs attaquent la roche à la lueur de leurs lampes. Le bruit des marteaux-piqueurs est assourdissant. Et puis, il y a la peur du grisou, ce gaz invisible qui vient tout faire exploser à la moindre étincelle, la peur des éboulements, des inondations, des accidents. La silicose, la maladie du mineur, ronge les poumons et promet une mort lente. Face à ce danger constant, une solidarité incroyable naît au fond, qu'on soit français, polonais, italien, peu importe. Pour survivre, il faut compter sur son voisin, la langue n'est plus un obstacle quand il s'agit de comprendre un craquement suspect dans la roche ou d'aider un camarade blessé. C'est ce qu'on va appeler l'esprit du fond, une fraternité plus forte que les nationalités. Mais une fois remonté à la surface, cette unité se fissure. Les Polonais vivent entre eux dans les cités minières, créant de véritables petites Polognes. On y parle polonais, on vit au rythme des traditions, une vie en vase clos qui, si elle préserve la culture, freine aussi l'intégration et nourrit les préjugés. Dans cet univers d'hommes, les femmes jouent un rôle essentiel, mais invisible. Pendant que les maris sont au fond, elles mènent une autre bataille, celle contre la misère et la poussière. Elles gèrent le maigre salaire, élèvent les enfants, s'occupent du potager et luttent sans cesse contre ce noir qui envahit tout. Elles sont les gardiennes de la langue, de la culture, des prières. Elles sont le cœur de la communauté. La religion et la vie associative sont les autres piliers de cette identité. Les Polonais réclament des prêtres qui parlent leur langue, des chorales, des troupes de théâtre et des clubs de gymnastique, comme les Soku, les faucons qui se créent. Les compagnies minières voient ça d'un bon œil. Un ouvrier qui chante et fait du sport, c'est un ouvrier qui ne pense pas aux syndicats. Elle finance même des écoles polonaises pour maintenir cette séparation. Mais cette vie en autarcie a un prix. Pour les enfants, la frontière est dans la cour de l'école. Ils sont les sales Polacs, les Westphalaques. Ils subissent le racisme ordinaire et doivent jongler entre deux mondes, le foyer polonais et l'école française. Un dicton de l'époque résume leur dilemme. En France, on est des sales Polacs. En Pologne, on est des sales Français. Ce sentiment de n'être nulle part les marquera à vie. Tant que la France a besoin de charbon, dans les années 20, cet équilibre précaire tient. Mais la colère gronde sous la surface, l'exploitation, la ségrégation, la xénophobie, tout est en place pour une explosion. Il ne manque plus que l'étincelle, et cette étincelle, ce sera la crise de 1929. Le krach de Wall Street, en octobre 1929, semble bien loin des corons du Nord. Pourtant, l'onde de choc finit par frapper la France. L'économie s'effondre, la demande de charbon plonge. Soudain, on s'aperçoit qu'il y a trop de mineurs. La crise économique devient une crise xénophobe. Le vent a tourné, les Polonais, hier héros de la reconstruction, sont désormais vus comme des profiteurs qui volent le travail des Français. Les compagnies, qui les avaient recrutés par milliers, veulent maintenant s'en débarrasser. Une loi votée en 1932 pour protéger la main-d'œuvre nationale
leur en donne le droit. Pour les mineurs polonais, la situation devient intenable. Chômage partiel, baisse de salaire, amende, brimade au fond de la mine, tout est fait pour les pousser à partir. Mais les Polonais ne sont pas du genre à se laisser faire. Beaucoup ont l'expérience des luttes ouvrières en Allemagne ou en Silésie. Ils rejoignent en masse les syndicats, surtout la CGTU, proche du Parti communiste, qui prône l'unité des travailleurs par-delà les nationalités. Le combat devient alors inévitable. L'affrontement va éclater en 1934 à Le Forêt, à la fosse numéro 10, où près de la moitié des mineurs sont polonais. En mai, excédés, 200 d'entre eux organisent une première action en refusant de sortir des douches de la mine. La réponse est brutale. 11 mineurs sont menacés d'expulsion. Le 6 août, la colère explose. Le groupe de mineurs, surtout des Polonais, décide d'une action inédite en France, la grève sur le fond. Ils refusent de remonter. Ils prennent en otage leur propre corps au fond du puits. Le mouvement va alors s'étendre, des mineurs français vont se joindre à eux, mais la presse et les compagnies se déchaînent, les traitant d'agitateurs communistes étrangers, la solidarité ouvrière se brise, le gouvernement ne cède pas, la sanction tombe, 77 nouvelles expulsions sont ordonnées. Parmi les expulsés, un jeune militant de 21 ans, Edward Gierek, qui, ironie du sort, deviendra le chef de la Pologne communiste 35 ans plus tard. La répression est d'une violence terrible. Les familles ont 48 heures pour tout quitter, abandonner leurs meubles, leurs souvenirs, leur vie. Le 11 août 1934, le premier convoi de la honte part de la gare de Le Forêt, emportant près de 200 personnes vers un pays qu'ils ne connaissent presque plus. C'est une véritable déportation pour fait de grève. Au total, près de 20 000 Polonais seront ainsi renvoyés de France. C'est donc la fin de la promesse de 1919, la France qui les avait appelés les jette dehors. Mais ce combat, même s'il s'est soldé par une défaite, n'a pas été inutile. Il a révélé la violence de l'exploitation et la xénophobie. Il a forgé une conscience politique. Beaucoup de ces mineurs combattront plus tard le fascisme en Espagne, puis rejoindront la résistance française contre les nazis, notamment lors de la grande grève des 100 000 mineurs en 1941. Le combat pour la dignité n'était pas terminé. Après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire, elle semble encore une fois se répéter. La France est à reconstruire, il faut du charbon, c'est la nouvelle bataille du charbon. Pour motiver les troupes, le gouvernement crée en 1946 le statut du mineur. Meilleur salaire, logement et chauffage gratuit, sécurité sociale, une véritable conquête sociale. Pour les mineurs polonais restés en France, c'est enfin la reconnaissance pour laquelle ils se sont battus, mais au même moment, de l'autre côté du rideau de fer, la Pologne communiste les appelle à rentrer pour reconstruire la patrie, c'est la réémigration. Le choix, il devient alors un petit peu déchirant. Rester en France, ce pays d'accueil parfois si cruel, où leurs enfants sont nés, ou repartir vers la mère patrie, idéalisée, mais désormais sous un régime autoritaire. Entre 1946 et 1949, environ 62 000 Polonais de France font le choix du retour. Beaucoup le regretteront, se sentant étrangers dans leur propre pays. Pour ceux qui restent, une nouvelle page s'ouvre, c'est l'intégration, c'est la deuxième génération née en France qui la pilote. Pour eux, la France n'est pas une terre d'accueil, c'est leur pays. L'école publique devient un petit peu ce grand mélangeur, le français devient leur langue, même si on parle toujours, parfois, polonais à la maison. Le sport est aussi un autre moteur puissant, le football en particulier unit toute la région, et c'est un fils de mineur polonais de Neulémine, Raymond Kopaszewski, qui deviendra le symbole de cette réussite en raccourcissant son nom en Copa,
Il devient une légende du football mondial. La musique aussi fait tomber les barrières. Les bals polonais font danser ensemble toutes les communautés. Peu à peu, le sale polac d'hier devient le voisin, l'ami, les mariages mixtes se multiplient, les noms de famille se francisent, mais sans disparaître. Aujourd'hui, les mines ont fermé, les chevalements ont été abattus, les terrils noirs de charbon sont devenus des collines vertes, classées parfois au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais que reste-t-il de ce combat? Il en reste évidemment des noms de famille aux consonances slaves dans tout le Nord. Il reste des plats, des traditions. Il reste aussi la fierté des descendants qui regardent avec émotion les photos de leurs aïeux, le visage noir, le regard droit. Et puis, il reste une leçon. L'histoire des gueules noires polonaises nous rappelle que la France s'est aussi construite avec la sueur et le courage de ceux venus d'ailleurs. Leur combat, loin d'être un détail de l'histoire, est au cœur du grand récit de la classe ouvrière. Je vous remercie d'avoir suivi ce nouveau podcast du Double K. En attendant le prochain épisode du Double K, je vous souhaite de passer une agréable journée, Begonia, et je vous dis à très bientôt. Do zobaczenia.